Voilà, donc maintenant je laisse la place à Gilles. Voilà, mais je vais vous présenter en quelques mots Joël Uri, donc, qui vient de Paris spécialement pour cette conférence et qui est président de l'IFRES, l'Institut français de recherche et d'expérimentation spirit. Voilà, donc il fait de l'expérimentation. J'ai trouvé un texte dans l'Évangile selon le spiritisme où il est écrit « La science et la religion sont les deux leviers de l'intelligence humaine. L'une révèle les lois du monde matériel et l'autre les lois du monde moral. Mais les unes et les autres, ayant le même principe qui est Dieu, ne peuvent se contredire. Ces deux forces s'appuyant l'une sur l'autre et marchant de concert se prêteront un mutuel appui. Alors la religion, ne recevant plus de démenti de la science, acquérera une puissance inébranlable, parce qu'elle sera d'accord avec la raison et qu'on ne pourra lui opposer l'irrésistible logique des faits. Je crois que Joël, vous verrez, est en parfaite adéquation avec cette citation-là. C'est un chercheur qui met en place des moyens techniques de notre siècle afin d'entrer en communication avec nos frères de l'au-delà. Et il souhaite, ça c'est lui qui le dit, non pas apporter de nouvelles preuves, mais réactualiser la démonstration de la réalité de la survivance de l'homme à travers une expérimentation actuelle en parfaite harmonie avec l'ère de notre temps. Il va vous expliquer tout ça, je t'ai cité, et vous verrez, il a un très grand enthousiasme et il va vous transporter pendant toute sa conférence. Écoutez, je suis très heureux, moi et toute mon équipe, puisque naturellement je ne fais pas tout ça tout seul, ce serait pratiquement impossible. Je suis secondé par des gens formidables qui sont souvent dans l'ombre, puisque je suis toujours le seul à prendre la parole, mais c'est en leur nom aussi que je m'adresse à vous. J'aimerais aussi commencer mon propos pour vous dire que nous sommes très heureux d'être parmi les spirites. Parce que vous savez que la transcommunication instrumentale intéresse énormément de monde et pas beaucoup de spirites. Vous êtes intéressés. Ce que je voulais dire, c'est que nous ne sommes pas souvent chez les spirites. Nous sommes chez les parapsychologues, chez les penseurs libres, chez plein d'autres personnes, des scientifiques, mais de se retrouver parmi des gens qui sont déjà convaincus de la réalité des faits et qui n'ont pas spécialement besoin d'une preuve pour avancer moralement, ça fait du bien et ça nous rend un petit peu candides. Parce que nous ne sommes pas toujours obligés d'être là à essayer de toujours proposer la mesure et la preuve par 9. Bien. Ceci étant dit, je vais vous parler de transcommunication instrumentale. Vous savez, au 19e siècle, on faisait tourner les tables dans tous les salons parisiens. Aujourd'hui, on ne fait plus tourner de table, mais on met en marche quelques appareils qui, sous l'influence des esprits, nous révèlent des choses très 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 ahurissantes et qui viennent quelquefois venir nous prendre à contre-pied dans nos croyances, pas nos croyances, mais dans ce qu'on pensait être quelque chose d'acquis. Alors regardez, hop, je vais déjà enlever ça. Alors, donc, comme je viens de vous dire, on va vous parler de la transcommunication. Où est-ce que nous en sommes? Je vais essayer d'être rapide, j'ai essayé aussi d'être le plus didactique possible, puisque, vous savez, la transcommunication est un savant mélange entre la technique et la spiritualité. Un petit peu comme quand les esprits faisaient bouger une table, on ne s'intéressait pas véritablement à en quoi était composée la table. La table se mettait à tourner, se mettait à frapper et délivrait des messages. Pareil pour la planchette. Mais nous sommes bien obligés de comprendre comment les esprits agissent, et principalement sur de l'eau. Vous allez voir, on utilise de la brume. Et ils ne font plus bouger de table. Ça demande une énergie considérable. Alors que la moindre résistance, quelque chose de très volatile, qui peut être même la lumière ou la brume, eh bien on arrive à avoir des contacts intelligibles, vous allez voir. Alors, on va pas tout ça, vous savez, comme je viens de vous dire, on est souvent appelé à parler d'esprit. Vous savez, les gens ne croient pas spécialement à l'esprit, puisqu'ils ne sont même pas convaincus qu'ils ont une âme. Et qu'avant de pouvoir expliquer ce qu'est un esprit aux gens, un esprit extérieur, il va falloir déjà avant essayer de les convaincre qu'ils ont une âme, qu'ils sont eux-mêmes incorporés par une entité spirituelle. Oui, c'est bon. C'est un petit peu mieux, par moi en Larsen. Donc, on tente d'essayer d'expliquer ce qu'est l'esprit. Parce que les gens, ce qu'ils n'aiment pas dans le mot esprit, c'est un petit peu toutes les images d'Épinal qu'on vient nous servir, un petit peu un folklore entre ce qu'on nous on considère comme l'esprit
Et le pauvre bougre qui est affublé de son linceul et qui est au milieu des maisons hantées traîne son boulet lamentablement en criant ouh. Donc ça, on s'est aperçu que ce genre d'image, plus on cherche, moins on en trouve. Un petit peu comme dans la matière. Plus on cherche la matière, moins on en trouve. Parce qu'on s'aperçoit qu'on est véritablement baigné dans une énergie extraordinaire. On a même considéré que la matière telle qu'on la conçoit, vous savez, la basse matière, on fait un distinguo entre la haute spiritualité et la matière où nous sommes, et on s'aperçoit que la matière n'est pas aussi négative que l'on pense, et que même, puisqu'elle a été créée par Dieu également, il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce que nous sommes. Donc c'est ce que je vous dis, la notion sur la nature spirituelle. Est-ce que la spiritualité ne serait ni plus ni moins qu'une matière encore inconnue, puisqu'on sait que dans l'univers, il y a pratiquement 80% de la matière qu'on n'a pas encore découvert, et que nos ancêtres, les spirites avant nous, nous ont bien expliqué ce qu'était que le Père Esprit. Il semblerait que ce soit véritablement une matière. Pour un peu, certains grands expérimentateurs ont même réussi à le matérialiser. Vous allez voir, j'en parle un petit peu très brièvement sur les matérialisations qu'on peut faire avec la matière. Bien. Donc, la question reste posée. Est-ce que l'âme ou l'esprit serait une particule élémentaire encore inconnue, échappant au temps et à l'espace? Pourquoi je pose cette question-là? Parce que figurez-vous que certains scientifiques que nous avons approchés pensent que ce qu'on appelle l'âme, c'est une supposition, ne serait qu'une particule élémentaire qui échappe au temps et à l'espace, et qui porterait notre psychisme. Vous savez, l'état de grandeur, c'est très compliqué à prendre en compte. Mais la matière qui nous compose est aussi vieille que le Big Bang. Vous savez que notre matière qui compose tout ce qui est physique ici, même les choses qu'on ne peut pas voir, proviennent du Big Bang, donc à peu près 14 milliards d'années. Donc on se partage des atomes, des particules élémentaires depuis l'avènement des avènements. Imaginez maintenant que certaines particules soient douées de mémoire. Les particules échappent au temps et à l'espace et peuvent nous traverser comme ça sans qu'on puisse s'en rendre compte. Et eh bien, certains scientifiques pensent que l'âme est une chose qui est matérielle, pas dans le sens péjoratif, mais une matière inconnue qui est porteur du psychisme et qui traverse n'importe quelle matière, comme les rayons X peuvent traverser notre matière, pas le plomb, mais même certaines matières solides. Eh bien, il semblerait que l'esprit soit quelque chose de radiant. Nous, on a tendance à dire dans nos expériences que quand on fait des expériences médiumniques, eh bien, on est irradié. Un petit peu, quand on est dans un endroit hanté, on a été dans des endroits hantés où je vous assure que c'est palpable. C'est palpable, on vous touche, on fait bouger des meubles. Donc, il semblerait que dans ces endroits-là, eh bien, la manifestation, quand on ressort de là, on met des fois 3 jours à s'en remettre. Des odeurs qui reviennent, des impressions. Donc c'est comme si on était dans un endroit où on a été irradié. Vous savez, c'est une comparaison. Cette radiation ne nous tue pas, mais elle peut nous faire changer à force. À force d'être confronté à des phénomènes qu'on n'arrive pas spécialement bien à expliquer. Nous, on a la chance, j'ai bien une chance, d'avoir lu les ouvrages de base d'Allan Kardec, où il nous explique un petit peu tout ça. Mais on s'aperçoit qu'au fur et à mesure que la science évolue, eh bien, il y a des choses à remonter dans le curseur pour qu'on puisse être véritablement en adéquation avec la science. Et ce qui est intéressant dans la science d'aujourd'hui, c'est les recherches qui sont faites dans la mécanique des quanta, la mécanique quantique, pour ceux que ça intéresse, où effectivement, on s'aperçoit que l'esprit doit être quelque part par là. C'est extraordinaire les conclusions qu'il peut y avoir. Il y a même des scientifiques qui ne sont pas d'accord avec certains physiciens en phénomène quantique. D'accord? Donc, voilà, la question reste posée. Vous apprendrez à nous connaître. Nous ne sommes jamais là pour poser un veto sur une croyance. On a notre intime conviction, mais notre intime conviction ne sera jamais un dictionnaire. On laisse les gens se faire leur propre opinion et venir par la raison. On propose, les gens après disposent. Alors, pourquoi j'ai marqué ça? Pourquoi nous avons marqué ça? L'expérience et la probabilité. Parce qu'il y a 2 sortes d'expérimentation. Il y a celle qu'on voit physiquement, une table qui bouge, un médium qui écrit, des coups dans les murs, des odeurs, etc. Et il y a une manifestation spirituelle qu'on ne peut pas voir, mais qui est probable. C'est-à-dire qu'on peut calculer, un petit peu comme certaines mathématiques. Il y a des manifestations, les esprits peuvent se manifester, mais on ne peut pas le voir à l'œil nu. Mais on sait qu'ils sont là d'une manière probable. On ne peut pas le voir, comme on ne peut pas voir un atome, mais on sait qu'il est là. Il y a des fois où les scientifiques ne sont pas trop d'accord pour pouvoir situer l'atome. Mais en tout cas, une chose est sûre,
c'est qu'il y a deux sortes d'expérimentation. Et bien souvent, les gens se fourvoient parce que s'ils ne voient pas une table tourner, ils se disent il n'y a pas eu d'esprit. Mais parce que l'esprit était incapable de faire bouger la table. Mais on sait très bien, même là maintenant, que les entités spirituelles se manifestent en chacun de nous. Ils peuvent nous induire des pensées. On ne peut pas le prouver, mais on sait que c'est là. Alors, soit on appelle ça une croyance, on croit que les esprits se manifestent, ou ils le font effectivement, mais on n'arrive pas à le démontrer, sauf dans la probabilité. Et nous, ça nous intéresse extrêmement, parce que c'est dans la probabilité que nous avons fait nos expériences. Je vais vous expliquer. Donc, qui c'est celui-ci? Oh, Allan Kardec, tout le monde le connaît. D'ailleurs, c'est ce pourquoi il fait partie des gens qui nous a rassemblés, puisque c'est un homme qui a été extraordinaire. Je ne vais pas vous raconter son histoire, vous le savez, surtout qu'ici à Lyon, on est dans sa ville natale, et que c'est une justement des villes de France qui a su lui rendre hommage avec cette fameuse plaque. D'ailleurs, il faut que tu nous dises où est-ce qu'elle est, la stèle. Ouais, parce que franchement, nous, on veut aller voir cette stèle, puisque à Paris, malheureusement, on a essayé tant bien que mal, même à Passage Sainte-Anne, là où il y avait la maison des spirites, rue Copernic, tout ça, ils veulent même pas en entendre parler. À Paris, on est mal lotis. Là, franchement, c'est super. Donc, Allan Kardec, lui, il a fait des expériences palpables, patentes. Et il a vu des tables tourner, etc. Nous, quand on s'intéresse à ces phénomènes de probabilité, il n'en était pas là parce que il n'avait pas à cette époque-là, la science n'avait pas cette opportunité de pouvoir prouver, non pas par un fait visuel, mais par un calcul. Regardez. Alors, allez, c'est un petit peu récréatif. Donc là, est-ce que vous connaissez cette expérience qui a été faite par les Allemands? Personne connaît? Bon, bah, je vais vous l'expliquer. Ici, vous avez tout simplement un robot qui a des mouvements aléatoires. Et ici, vous avez un poussin. Vous connaissez tous le phénomène de l'empreinte? Quand le bébé naît, quand il sort de la coquille, toutes les personnes qui sont à côté de lui, à ce moment-là, le poussin le prend pour sa mère. Et bien, quand le poussin était prêt à être né, on l'a mis avec le robot. Automatiquement, le pauvre poussin, c'est pas qu'il est imbécile, mais il a pris le robot pour sa mère. Et l'expérience était très intéressante parce que ce qui va suivre, ce que je vais vous expliquer, est assez étonnant. Ici, le planche de bois que vous voyez, c'est un périmètre en bois qui vient entourer une feuille de papier. Ce robot à mouvement aléatoire, à l'intérieur, il y a un stylo, ce qui peut vous faire rappeler la petite planchette qu'il y avait dans les fameuses expériences du 19e siècle. Mais bon, le robot ne va pas se mettre à écrire, quand même pas. En quoi consiste l'expérience? Eh bien, on va donc laisser le robot vivre avec sa mère hypothétique, et puis le robot, on l'allume, il se met à faire des déplacements complètement aléatoires. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous le mettez en route, il va prendre un chemin différent. Et pour cause, on s'en rend compte, puisque le stylo qui est à l'intérieur va dessiner comme une carte de tous ces mouvements. Et à un moment donné, ce petit poussin, on va le prendre et on va le tuer. Non, je rigole. On va le prendre et on va le mettre dans une cage un petit peu plus loin. Et on va mettre le robot au milieu du périmètre. Le poussin, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va appeler tout simplement sa mère. Et, chose extraordinaire, et là, ça a été fait en présence de plusieurs chercheurs, donc des gens qui attestaient du phénomène, le robot ne se mettait plus à avoir des mouvements aléatoires. Le robot se mettait systématiquement, dans ses mouvements, à se diriger vers la cage. Ils ont recommencé 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ils ont enlevé le poussin, le robot se remettait à avoir des mouvements aléatoires. Ils l'ont enlevé. Ils ont remis le poussin, et le robot se remettait dans ses mouvements aléatoires à aller vers le poussin. Le poussin, malgré lui, avait une influence sur les mouvements aléatoires du robot. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous-mêmes, sans nous en rendre compte, nous pouvons avoir une influence sur les événements, sur les gens qui nous entourent, sur tout un tas de choses sans qu'on s'en rende compte. Et nous, notre expérience de brume, c'est la même chose. On émet un nuage de brume qu'on photographie. Ce mouvement de brume est complètement aléatoire, mais il y a un moment donné, vous allez vous rendre compte, la brume forme des visages, des chiffres et des lettres. Alors les chiffres et des lettres, certains me disent c'est l'émission d'Armand Jameau, il est peut-être mort. Non, c'est tout simplement qu'on est là à faire une influence sur la matière qui reprend l'exemple du petit poussin. Je vous invite à aller sur internet, il y a les vidéos ça date c'est pas vieux, hein, ça date des années 90. Alors, donc on est bien là dans une manifestation, parce que comment se rendre compte que le poussin agit sur le robot? Eh bien tout simplement en regardant les traces.
On s'aperçoit qu'il y a un mouvement qui est dirigé. Donc on est dans une manifestation qui n'est pas visible tout de suite, mais qui peut être prouvée par les traces. C'est-à-dire que là, on vient tout simplement de dire, effectivement, on atteste que le poussin agit sur le robot aléatoire. Mais sinon, si on avait laissé le poussin dans sa cage avec ses frères, on n'aurait jamais pu s'apercevoir qu'il peut avoir une influence. Et si le poussin peut avoir une influence sur le robot, à forte raison, nous aussi, à plus forte raison. Alors, donc nous, on utilise les mouvements aléatoires et l'influence qu'on peut avoir d'une manière subconsciente sur les événements qui nous entourent. Premier point. Deuxième point, quand on regarde les nuages, malheureusement ou fort heureusement, je ne sais pas, on a tendance à y voir effectivement des visages. Beaucoup de gens qui s'opposent à nos expériences disent, mais écoutez, il n'y a pas plus d'esprit que de beurre en branche dans ce que vous faites. Vous êtes tout simplement en face d'une interprétation de forme. Un petit peu, vous savez, comme le docteur qui plie les espèces de papier avec des taches, et les gens y voient des scarabées, des papillons, c'est une interprétation. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on appelle la pareidolie. C'est-à-dire qu'on a une tendance, nous tous, à imaginer, entendre ou des choses, ou voir des choses qui n'existent pas, sauf dans d'autres esprits, dans d'autres cerveaux plutôt. C'est une réalité. C'est un réflexe cognitif que nous avons tous, dont il faut prendre en compte. Effectivement, quand tu vois une table qui bouge et qui avance vers toi, c'est une chose, mais quand d'un seul coup t'entends frapper dans le mur, ou que t'as cru entendre qu'on t'appelle, les gens vont te dire bah t'as cru entendre qu'on t'appelait pour ci, pour telle raison, etc. Mais t'es fatigué, patati patata. Regardez cette belle image qui a été photographiée dans les débuts de la photographie, magnifique. C'est une scène de pédestre où nous avons un charmant couple qui est photographié. Et qu'est-ce qu'on voit arriver ici? Regardez, on dirait carrément la tête du Christ. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? On voit très bien sa chevelure, etc. Mais en s'y penchant un petit peu mieux, on s'aperçoit que la tête du Christ, on a fait un zoom, donc on voit bien son œil, il semble avoir les yeux fermés, le nez, la moustache, la barbe, la chevelure, et on voit bien nos deux personnages. Mais en fin de compte, c'est un effet d'optique. Là, vous avez tout simplement l'enfant avec son bras, donc voilà, et donc on voit l'ombre, et on voit très bien ici, voilà. Si je vous la remets en arrière, voilà. Eh bien, figurez-vous que le photographe, lui, il s'est mis, vous vous rendez compte qu'il aurait pris la photo dans un autre angle, ou à un autre endroit, eh bien, tout ça n'aura pas été possible. Il a fallu qu'il soit à ce moment-là précis pour prendre la photographie. Alors, vous savez, le hasard n'existant pas, certains nous disent, oui, ça c'est une des plus célèbres photos de pareidolie. Mais moi, j'ai envie de dire que c'est tellement précis que si ça se trouve, le photographe, il a été guidé. Il a été guidé un moment pour faire cette photographie, on peut tout supposer. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il est vrai qu'on peut se fourvoyer. Mais même en pensant voir, il y a une phrase célèbre, là on n'a pas l'exemple, mais il y a par exemple des chansons en anglais, quand on les écoute et qu'on prend un certain passage, on a l'impression qu'ils parlent en français. C'est ce qu'on appelle des pareidolie audio. Donc, il faut le prendre en compte. Nous, on ne balaye pas ça d'un revers de manche. Oui, ça existe, mais c'est pas parce que ça existe que c'est impossible. C'est pas parce que la prestidigitation existe que tous les phénomènes paranormaux sont des phénomènes qui sont de simples trucages. Il faut le prendre en compte. Nous, on a eu la chance de rencontrer Ranky. Ranky, c'est un grand illusionniste français qui, lui, a fait en sorte d'étudier surtout vous savez, les médiums à main nue qui opéraient à main nue là, aux Philippines. Il a vu qu'il y avait beaucoup de trucages, mais certains n'étaient pas truqués. Et c'est même intéressant que ces gens-là s'intéressent au phénomène, parce que ça permet tout simplement de faire le distinguo entre les farfelus qui veulent nous faire passer des vessies pour des lanternes, et d'autres personnes qui font des véritables expérimentations. Voilà. Et regardez, qu'est-ce que vous voyez là? On semblerait voir un visage, regardez. D'accord? Eh bien, figurez-vous que cette photo-là, quand vous allez aller chez les gens qui sont là, qui sont du côté de Marseille, eh bien, ce visage-là, vous allez le voir, sans même prendre de photographie. Il est en permanence peint sur le mur. Alors, comment ça, peint?
Figurez-vous que cette dame-là, donc c'est pour ça qu'on on a demandé la permission de pouvoir la prendre, eh bien, un beau jour, elle décide de repeindre son mur. Elle repeint son mur au pochoir. Elle repeint. Elle ne fait pas attention. Le soir, c'est à peu près sec. Son mari rentre. Il dit, pourquoi tu nous as fait une tête sur le mur, chérie? Elle fait, comment ça une tête? Mais regarde, au-dessus de la télé. Figurez-vous que sans s'en apercevoir, cette femme-là, en repeignant son mur, elle a carrément dessiné une tête. C'est quand même assez... Combien de chances sur 100 même, elle avait eu la possibilité, j'imagine qu'il y a plein de personnes ici qui ont fait repeindre leur appartement, même au pochoir, de là avoir... donc on sait, aujourd'hui on sait que cette femme-là est médium. Hein. Donc ils ont même essayé de créer un groupe spirit, ils nous ont demandé d'être leurs parrains. Ils ont du mal à faire leur groupe, mais en fin de compte, elle vient tout simplement d'avoir fait un dessin sans rendre compte. Pour certaines personnes, c'est un dessin médiumnique malgré elle, pour d'autres, c'est tout simplement une pareidolie. C'est-à-dire une tache qui ressemble à un visage. Un petit peu, vous savez, comme on peut voir dans les feuillages. Vous allez prendre par exemple en photo un arbre, et sur l'arbre, vous allez voir le visage de quelqu'un. Et bien en fin de compte, ça peut être une pareidolie ou une inspiration qui vous a poussé à prendre la photographie à ce moment-là. Alors, l'écriture automatique. Alors là, j'ai repris, vous savez, des photos qui défraient la chronique. Vous avez ici une pauvre dame qui est dans un sale état, qui se met à écrire. Et puis là, vous avez cette fameuse photo avec la planchette, qu'on parlait tout à l'heure, qui est l'origine presque du Ouija, où la gamine, enfin la jeune fille, écrivait sans toucher le stylo. D'accord? Pourquoi je vous ai mis ces photos-là? Parce que nous, l'écriture automatique, c'est le moyen pratiquement le plus facile pour communiquer avec les esprits. Et c'est surtout le moyen qui nous permet le plus de se rendre compte avec qui nous communiquons. Puisqu'on peut feindre un mouvement, on peut feindre l'intelligence, enfin on peut vous faire peur en faisant bouger un objet, mais on ne peut pas feindre l'intelligence. Et à un moment donné, quand les esprits se contredisent, quand ils nous donnent des messages qui sont inconséquents, on s'en rend compte tout de suite. Surtout qu'aujourd'hui, dans notre groupe, on travaille avec des ingénieurs. Et donc ces gens-là, quand ils posent une question technique, proche de l'ingénierie, s'il y a un esprit farfelu qui vient raconter n'importe quoi, ils vont tout de suite s'en rendre compte. L'écriture automatique nous a permis à nous de faire d'énormes progrès, puisqu'à chaque fois qu'on a un doute dans nos expérimentations, on leur demande, et ils nous écrivent ce qui reste à faire. Donc ça, c'est... Alors oui, pourquoi empirique? Parce que, c'est ce qu'on nous a sorti un jour, parce que beaucoup de scientistes sont intéressés de nos travaux. Donc ils nous demandent comment on fait. Il dit, mais comment vous avez eu l'idée? Par écriture automatique. Oula, mon pauvre monsieur. Par l'écriture automatique. Bon, écoutez, vous êtes bien gentil, mais ça n'a rien de scientifique. En fin de compte, le problème, c'est que moins maintenant, mais quand on a commencé, on nous rigolait franchement au nez. C'est-à-dire qu'on nous disait vous êtes rigolo, quoi. C'est une recherche à l'envers, une recherche empirique, c'est-à-dire que vous n'essayez pas de comprendre comment ça marche, vous faites les choses sans même réfléchir. Bon, en tout cas, nous, on ne fait que suivre des directives techniques. On n'a pas choisi de faire cette orientation dans la transcommunication. C'est des messages qui nous ont invités à le faire. Regardez, un jour, ils nous ont dessiné ça. Ça, c'était ce qu'ils nous avaient dessiné en écriture automatique, et ça, c'est ce qu'on en a conclu. C'est de là qu'est parti le besoin de créer une cellule insonorisée dans laquelle nous y mettrons nos appareils. Parce que vous savez, quand vous faites de la transcommunication, vous pouvez enregistrer le voisin, le chien dans la rue, ou même si par exemple il y a une voiture, tout ça, ça nous est arrivé, qui passe dans la campagne, les phares qui balayent vont venir changer d'un seul coup l'image qui va se brouiller sur le poste de télévision. Nous, ce qu'on veut, c'est être sûr de ne pas se fourvoyer. Donc, tout ce qui va être dans la cellule va être maîtrisé. On y envoie, on sait quelle lumière on y envoie, on sait quel son on y envoie, tout ce qui est additif, c'est bon à prendre. Voilà comment fonctionne actuellement notre système de transcommunication. Ici, vous avez une grande parabole qui fait 1,50 m de diamètre. Devant, vous avez une buse en haut qui diffuse une brume, qui est en fin de compte un révélateur.
vous avez ici un haut-parleur qui envoie des ondes en très très basse fréquence, 25 Hz à peu près. Donc ces ondes-là vont agir directement sur l'eau, vont créer des franges d'interférence, des interférences. Nous projetons une lumière laser qui vient en fin de compte être pas en réfraction, en parasitage avec une autre lumière laser qui est la même, hein. C'est le principe de l'hologramme. Et tout ça, sur cette image-là, nous projetons ce que filment les caméras. Donc c'est une soupe que l'on crée, très instable. La moindre variation fait tout bouger. Tout ça, c'est dans une boîte, une grande cabine, insonorisée, montée sur cils en bloc, et on enregistre. Et là, on voit des choses assez intéressantes. Là, vous avez Omar, qui est ingénieur dans les télécommunications, qui lui donc mettait un petit peu au point le système du micro. Vous savez, le micro, en fin de compte, les 4 micros sont montés sur cils en bloc pour être sûr que ça ne vibre pas, etc. Là, vous avez cette fameuse buse qui envoie la brume, une première des caméras, une autre caméra que vous ne voyez pas qui est dans l'angle mort. Voilà, on travaille avec cet ensemble d'appareils. Alors, vous savez, on est loin du temps où on était avec la cabine Spirit, encore que certains nous ont dit « Mais votre cellule enfermée ressemble un petit peu au cabinet Spirit du 19e siècle où les médiums s'enfermaient à l'intérieur. » Sauf que nous, on n'attache personne. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans la grande époque du spiritisme, les médiums, les pauvres, on les ficelait à la chaise. Hein. Et presque on les déshabillait pour être sûr qu'ils ne sortent pas de leur poche ou de je ne sais pas où un esprit. Donc voilà. Donc hop, on continue. Là, vous avez l'endroit où on enregistre. Donc beaucoup de matériel nous a été prêté, comme par exemple cet appareil qui est assez exorbitant. C'était un prêt à long terme, hein, c'est presque donné aujourd'hui, puisque ça fait tellement longtemps. Là, vous avez la cellule en état de fonctionnement, alors avec une belle lumière laser, etc. Et les esprits se manifestent ici. Mais ils se manifestent tellement rapidement qu'on ne les voit pas. On en revient encore. Voilà. Alors, allez, petite question. Qu'est-ce que vous voyez ? Pour certains qui connaissent cette vidéo, donc la surprise n'est pas totale, y a des gens qui nous disent « Pour moi, ça, c'est rien du tout. Pour moi, ça, c'est rien du tout. Tout ça, c'est une illusion d'optique. Alors, si vous me dites que ça, c'est un œil, si vous me dites que ça, c'est une bouche, franchement, vous avez beaucoup d'imagination. Mais regardez ce qui se passe. En fin de compte, alors, vous allez vous rendre compte, hop, on va lire, c'est une vidéo. Alors, donc, vrai visage ou une illusion? D'accord? Donc, la vidéo se poursuit, c'est des questions posées. C'est une image, donc, arrêtée, sur des séquences de 25 images par seconde, donc le tempo normal d'une vidéo. Mais que deviendrait ce semblant de visage sur plusieurs images? C'est-à-dire, si jamais on met sur play, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez voir, c'est un visage, d'accord? Et donc, ce visage-là, mais dès l'instant qu'on l'arrête, on est sur une image qui est presque indéfinissable. Mais pourtant, c'est bien une image qui est derrière. Parce que si on reprend la projection, on va s'apercevoir qu'il y a quelque chose. Mais c'est tellement furtif qu'on ne le voit pas. D'accord? Alors, voilà. Aujourd'hui, c'est ce que nous avons. C'est-à-dire que nous n'arrivons pas à avoir plusieurs images, comme sur cet exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre expérimentation est sur le 25e de seconde. C'est-à-dire que quand les gens rentrent dans la cellule, qui s'assoient, eh bien, ils ne voient pas... Excusez-moi, parce que ça va plus vite que moi. D'accord? Quand les gens s'assoient dans la cellule et qu'on expérimente, qu'on appelle les esprits pour qu'ils puissent venir se manifester, les gens ne voient pas l'œil nu. Enfin, il faut qu'on regarde image par image pour qu'on voit l'entité ou n'importe quoi qui s'est manifesté. Regardez. Là, c'est un clip qui a été enregistré, donc par la cellule. Regardez comme ça va vite. Regardez, vous allez voir. Vous allez voir. Hop, est-ce que vous avez vu le petit flash? On va revenir en arrière. On a vu comme un flash. Hop, vous avez vu? Qu'est-ce que c'est? Donc, on essaie de voir, donc, on fait un retour en arrière. Hop, on a vu le flash, on va encore refaire une image, et là, cette fois-ci, on va y aller image par image, et regardez ce qui apparaît.
Voilà. Et ce visage-là, il était imperceptible à l'œil nu. D'accord? Et en fin de compte, c'est le même principe que tout à l'heure. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'une image arrêtée. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir une image sur plusieurs secondes. On va continuer. Regardez. Une qui a été assez célèbre. Je crois que j'ai fait quelques fautes d'orthographe, vous m'excuserez. J'ai fait ça rapidement à mon travail, parce qu'on travaille aussi. Hein, on n'en vit pas, hein, vous l'avez bien compris. Donc automatiquement, des fois, je fais ça vite et je fais des fautes. C'est pas grave. Donc, regardez. Autre exemple. Donc, ça, c'est un clip qui n'excède pas 8 secondes. Ça a été enregistré le 18 juin. C'était pas le général de Gaulle, je vous rassure, qui s'est manifesté, peut-être son cheval. Regardez, hop, vous allez voir. Il s'est passé quelque chose. Alors nous, on a l'habitude, on le voit tout de suite. Donc, on va regarder ce qui s'est passé. Et vous allez voir quelque chose d'assez extraordinaire. Vous n'avez pas cru voir quelque chose apparaître ? Hop, on retourne en arrière, et vous allez voir qu'on va extraire la séquence. Le jour où ce cheval, parce que c'est une tête de cheval qui apparaît, le jour où on a reçu cette tête de cheval, franchement, on s'est posé énormément de questions, puisque comment une tête de cheval, alors nous on pense que c'est un esprit qui a induit cette image-là, et pas les chevals qui est venu se manifester en nous faisant coucou. Donc, c'était Brahim, hein, je crois, qui était dans la cellule à ce moment-là, et Brahim non plus, il ne pensait pas du tout à un cheval. C'est des images qui ne trouvent pas aujourd'hui d'explication logique. Quand les gens regardent ça, certains scientifiques, ils nous disent, écoutez, ce que vous faites là est impossible. Ah bon? Mais alors pourquoi c'est là? C'est ou bien vous êtes en train de nous traiter de menteurs, ou si c'est là, c'est que c'est possible. Mais bon, ils ne cherchent pas la discussion, en fin de compte, ils sont là pour te dire que c'est pas possible, tout simplement. Et pourtant, si, il y a un moment donné, au 25e de seconde, les entités spirituelles arrivent à nous faire des signes. Rappelez-vous l'idée du poussin? Le poussin influe sur les événements aléatoires du robot, les esprits influent sur le mouvement aléatoire de la brume. C'est le même principe. Et grâce à ce procédé-là, nous arrivons à percevoir l'invisible. Il est beaucoup plus facile pour les esprits de mouvoir une brume qu'une table lourde. Ils vont trouver un médium peut-être pour pouvoir faire bouger une table, mais où ils vont le trouver pour qu'elle puisse se soulever de mettre du sol? C'est extrêmement rare. Vous avez plus de chances de vous faire écraser par une voiture que de voir un jour une table se léviter. Eh bien, par contre, grâce à des procédés où on cherche la moindre résistance, un petit peu comme l'électricité qui va prendre le chemin le plus court, eh bien, les entités spirituelles arrivent à mouvoir de la brume. Et on n'a pas inventé l'eau chaude ni le fil à couper le beurre, c'est les entités spirituelles qui nous ont demandé de mettre ça au point. Nous, on ne fait que suivre des directives techniques. On n'invente rien, on ne fait qu'aller vers leur inspiration. Alors, naturellement, comme je vous ai dit, on n'est pas spécialement toujours chez les spirites. Nous, on se dévergonde. On va chez des gens qui ne sont pas spécialement spirites, et c'est pas un problème. On a même été plusieurs fois bourlingués avec le père François Brune. Et le père François Brune, c'est un homme aujourd'hui qui est très fatigué, mais au tout début, notre rencontre a été terrible. Parce que il parlait, oui, la transcommunication n'a rien à voir avec le spiritisme, hein, qu'il disait en pleine conférence. C'était fort longtemps, c'est les années début 90. Et nous, on prend la parole, mon père ou François ou monsieur Brune, je ne sais pas comment vous appelez, mais si, la transcommunication, ça fait partie de la phénoménologie spirite, puisque ce sont des entités spirituelles qui se manifestent. Vous l'avez dit vous-même. A dit oui, mais vous... Alors ce qui est drôle, c'est qu'il nous dit oui, mais vous, je crois que vous êtes kardéciste. C'est pas pareil. Ah bon Donc il y a un distinguo certainement à faire entre certains qui se disent spirit et les vrais. C'est vrai, hein, vrai spirit. En tout cas, une chose est sûre, c'est que on va chez des personnes qui aimeraient bien nous manger la laine sur le dos. C'est pas grave. C'est pas leur cas. Hein. Ça, ce sont des jeunes avec qui on fait une recherche partagée. Eux, ce sont un groupe, vous savez, c'est un petit peu en vogue en ce moment, les gens qui vont faire des études sur les maisons hantées. Alors, il y a à boire et à manger aussi là-dedans, mais eux, ces gens-là, sont des gens qui ont une certaine moralité, ce qui nous a plu, d'autant plus que grâce à eux, qui sont sur le terrain, on va vers quelque chose d'assez
extraordinaire. Nous avons fait en miniature ce qui se passe dans notre grosse cabine. Notre cabine, elle fait 3 mètres de long sur 2 mètres de haut, c'est intransportable. Par contre, la petite qu'on a construite, elle tient dans un flag case de spectacle, montée sur roulette, on peut l'emmener où on veut. On aurait même pu l'emmener ici et la mettre en route. Il y a des médiums qui, par exemple, qui vont vous dire j'ai vu ci, j'ai vu ça, et dans cette boîte-là, eh ben, à la sortie, on a des images. C'est extraordinaire. Et ce qui est drôle, c'est que c'est même pas nous qui la manipulons, c'est eux. Et chose intéressante, c'est qu'en faisant le même procédé, eh bien, on a des résultats analogues, avec des personnes différentes. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'aujourd'hui, la transcommunication, elle souffre de ce problème, c'est que ça ne marche pas avec tout le monde. On le sait pourquoi, nous. Parce que tout le monde n'est pas médium. C'est le médium qui donne l'énergie pour que cette machine marche. D'accord ? Mais comment faire en sorte que cette chose se démocratise, c'est-à-dire qu'elle puisse ne pas mourir avec la personne qui a construit la machine. Parce qu'aujourd'hui, dans l'histoire de la transcommunication, des gens qui inventent des machines comme ça, quand ces personnes meurent, la machine ne fonctionne plus. Donc nous, ce qu'on aimerait bien, si Dieu le permet, c'est que ce genre de procédé, qui demande encore à évoluer, attention, c'est que de l'expérimentation, eh bien, permette à tout à chacun de s'apercevoir que le monde spirituel agit très fortement sur nous. Alors, nous, notre système, il est simple. Tout le monde connaît les communications croisées dans la phénoménologie spirit. Hein. C'est-à-dire qu'il peut y avoir deux médiums dans des endroits différents qui reçoivent des communications identiques ou complémentaires. Vous avez un médium à Paris qui reçoit la première phase du message et quelqu'un à Lyon qui reçoit la deuxième. Et quand on lit, ça se complète, ou même une première ligne, une deuxième ligne, une troisième ligne, une quatrième ligne. C'est extraordinaire. Nous, on s'est dit, bah tiens, puisque vous êtes de bonne volonté, donc ces jeunes chercheurs, vous allez nous aider, on va construire ensemble cette cellule itinérante, vous allez l'emmener très loin, et on va les mettre en route en même temps. Oui, si les entités spirituelles arrivent à se manifester au-delà du temps et de l'espace, ils doivent être capables d'envoyer une image identique dans deux endroits différents. Un petit peu comme cette magnifique lumière qu'on appelle le photon, qui arrive à tout à la fois se comporter en une particule matérielle et comme une onde, sans qu'on puisse véritablement les distinguer. Est-ce que les entités spirituelles peuvent se manifester en deux endroits en même temps simultanément? Ou est-ce qu'ils peuvent nous donner un message qui peut être décodé et compris d'une manière homogène, mais en deux formes différentes? Par exemple, imaginez qu'ici, on reçoit une image où c'est écrit 1 plus 2, et ici 3. Même si le 3 ici, et même si le 1 plus 2 est une image médiocre, on ne pourra pas attribuer ça à de la pareidolie ou une interprétation de tâches. On s'apercevra qu'effectivement, il y a quelque chose là qui dépasse les lois de la probabilité et du simple hasard. Alors, ce problème, c'est qu'on n'a pas encore eu le temps, parce que c'est assez récent, ça fait à peine 1 an, à mettre ça en place. Par contre, la cellule est déjà partie dans plusieurs endroits, et il y a eu des images assez intéressantes. On parlait de 1 plus 2. Est-ce que vous voyez écrit 1 plus 2 ? C'est rare de voir ça dans les nuages. Hein ? Notez, c'est peut-être le numéro du loto. Donc, en tout cas, une chose est sûre, c'est que cette image-là n'est pas fortuite. Il y a beaucoup de gens qui viennent à nos expériences. Et il y avait une dame qui est venue, qui dit « Moi, je vais essayer ». Bon, on l'emmène, on l'attache... Non, on la met dans la cellule. Et puis, on lance l'enregistrement. Ça dure à peu près 15 minutes. Ça veut dire que dans 15 minutes, vous êtes tout seul, dans la cellule, enfermé dans le noir complet. Ça fait peur, hein ? Non. Donc, automatiquement, quand la personne ressort, on voit sur les écrans les images éventuelles qu'on aura reçues. Et là, ce jour-là, on reçoit ça pour cette dame-là. On est toujours assez surpris des images que l'on reçoit. La dame, elle regarde l'écran, elle fait « C'est extraordinaire ». J'avais expliqué nous. Ça veut dire quoi ? Elle fait « Écoutez, quand j'étais petite fille, j'avais un amour pour ma grand-mère extraordinaire. Dès l'instant qu'on se voyait, pour les vacances, pour tout un tas de raisons, elle disait 1 plus 2, 2 plus 3, 3 plus 3. Donc, elle, personne ne pouvait savoir ça de sa vie. Et la grand-mère, au lieu d'envoyer une image où on ne va pas la reconnaître, c'est sûr, on ne va pas la reconnaître, c'est pas assez fin comme image. Elle envoie 1 plus 2. Elle a dû se dire, ils vont réussir à voir mon 1 plus 2, elle va savoir que c'est moi. C'est extraordinaire. Là, on est dans une expérimentation qui répond à travers un outillage. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que les gens doutent encore de la médiumnité pour beaucoup.
Les gens disent oui, le médium fait une lecture à froid, le médium il arrive, enfin bref, le médium il est extraordinaire. Alors écoutez ces gens-là, alors que c'est beaucoup plus simple d'admettre qu'il y a une transmission d'informations. Et bien là, le 1 plus 2 est une preuve. Alors d'autres personnes disent oui, mais c'est peut-être la personne qui est à l'intérieur qui a influencé la brume. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Même si on admet que ça soit la personne qui influe sur les appareils, c'est extraordinaire. On est habité d'une force magique. Même ça, ça demanderait à être étudié beaucoup plus en profondeur. Et je vous assure que ça l'est. Mais on ne le dit pas. Nous, on a eu, encore une fois, la chance d'approcher M. Serge Tribolet, qui était un responsable des hôpitaux psychiatriques de Paris, qui est mort aujourd'hui, que paix à son âme. Et il est venu faire des expériences avec nous. Et il nous disait que la folie aujourd'hui est considérée comme un état de conscience qui prête à l'étude. N'est pas fou qui veut. Il nous racontait même l'histoire des, vous savez, les pittis, les femmes qui se roulaient dans l'Antiquité et qui se mettaient à hurler et lancer des prophéties. Hein, eh bien, il nous disait que la médiumnité est étudiée. Parce qu'ils font une grande différence entre la schizophrénie et la médiumnité. J'étais sauvé. Parce que j'ai eu peur, je vous avoue. Quand il est venu à l'expérience, je me suis dit, putain, j'espère que je vais pas repartir. Je disais à ma femme, va faire que tu m'attaches, parce que s'il me prend pour un fou, ça va être chaud. Mais non, pas du tout. Donc, et je vous parlais des communications croisées. Vous voyez pas un barbu, là? Et là, vous voyez pas une tête? Eh bien, figurez-vous que c'est pas nous qui avons reçu ces images-là. C'est qui? C'est des gens depuis chez eux. Depuis chez eux, les gens font des expériences par le web, en direct. Mais je suis sûr qu'Alan Kardec, qui sera encore en vie, toutes ces choses-là, il les expérimenterait. Parce qu'on ne peut pas passer outre. On s'aperçoit que les esprits peuvent donner des images à un instant T, là où ils veulent, du moment qu'on a le bon support. Et ces photos-là ont été reçues à travers l'image d'une webcam, par des gens qui, au même moment que nous, faisaient l'expérience, un petit peu comme l'explication que je vous ai donnée sur la communication croisée entre deux machines. Et bien là, les entités spirituelles donnent des images. Et il y en a d'autres. Il y a celle-ci. On voit pas un couple là? Il y a celle-ci. Il y a celle-ci qui a été reçue par Sébastien, qui fait partie de notre association. Lui, il était à Dijon. Il est là dans la salle. Il était derrière son ordinateur. Il a capté ces images-là. Et ce qui est drôle, c'est que cette image-là, on voit bien très bien, c'est un visage. Vous voyez, il manque la bouche parce que c'est un très gros plan. Et bien cette image-là, eh bien, nous, on ne l'a pas reçue. C'est lui qui l'a reçue. Les entités spirituelles ont montré cette image-là à lui et non pas à nous. Vous voyez quoi? Bon, on est bien d'accord. Là, encore une fois, une dame qui a perdu son fils dans un accident de moto, qui rentre dans la cabine et qui dit tout bas, même son mari n'était pas au courant. Écoute, Jérôme, je crois que c'est comme ça, ou Jérémy, je ne me rappelle plus, qui dit, elle lui dit dans son fort intérieur, écoute mon chéri, je sais que tu es là, mais je suis pas sûr de pouvoir te reconnaître avec les images. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me faire un signe qui va m'approuver que c'est toi? Fais-moi un cœur. Elle est ressortie, elle a vu sur les écrans de contrôle un cœur, elle était chancelante. Puisque c'était une demande et une réponse. Donc, encore une fois, et attention, regardez, vous reconnaissez les volutes de la brume. C'est de la brume qui, au 25e de seconde, comme je vous ai montré, montre ça. Si on avait la chance de pouvoir être dans le même espace-temps, si ça se trouve, ce cœur resterait comme ça, comme un hologramme dans la brume. Mais non, ils ne peuvent faire comme une espèce de... comme un éclair, juste en une fraction de seconde. Alors aujourd'hui, on nous dit qu'il va falloir que vous fassiez évoluer votre système, prenez des caméras qui filment à 1000 images secondes. Oui, mais tout ça, ça coûte des sous, et nous, pour l'instant, c'est que les adhérents qui nous aident. On n'est pas subventionné par personne, hein. Personne nous aime. Et surtout que on dérange beaucoup de personnes. J'ai expliqué à une dame, on reçoit même des menaces. Moi aujourd'hui, mais il y a des gens qui voulaient nous couper la tête. Qui voulaient nous couper la tête pour que les gens puissent voir que nous étions des démons. C'est des gens certainement qui étaient fans de, vous savez, Buffy contre les vampires, qui donc qui voulaient voir si effectivement en nous coupant la tête, il y a une espèce de chauve-souris qui se sent... bon, le problème c'est qu'on se cache pas, on a pignon sur rue.
Et que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avant d'accepter des gens en expérimentation, on les reçoit avant parce que c'est plus possible. On n'a pas envie de se retrouver avec un problème. Juste si vous me permettez. On a fait un jour une expérience avec un monsieur, un jeune homme qui était venu. Il voulait absolument essayer de communiquer avec sa mère. Donc on accepte l'expérience, ça nous paraissait sensé. L'expérience se passe. Et à travers l'écriture automatique, l'esprit dit, écoute mon chéri, je suis bien là, mais surtout, ne fais pas ce que tu avais prédit, ce que tu as programmé. Ça serait terrible. Donc à la fin de la séance, on lui dit, mais c'est quoi ce message d'alerte? Il fait, écoutez, vous m'avez ouvert les yeux. Ah bon? Il fait, pour être franc avec vous, j'ai un amour envers ma mère fusionnel. Et ce que je voulais faire, moi, c'était me suicider. Et je voulais savoir si elle m'attendait. Imaginez 5 minutes. 5 minutes que l'esprit dise mon chéri, ici c'est extraordinaire, il fait beau tout le temps, les oiseaux chantent, enfin bref, l'au-delà est extraordinaire, mon chéri, je t'aime, on se retrouvera. Imaginez qu'il rentre chez lui, dans l'enthousiasme, qu'il écrit une lettre. Je remercie les membres de l'IFRES de m'avoir ouvert les yeux, et je vais tout simplement, je remercie. Et il se pend, mais demain c'est aux assises, hein. Il faut faire attention avec la médiumnité parce qu'on peut avoir affaire à des personnes qui sont pas du tout sur la même longueur d'onde et qui peuvent nous faire un mal. Donc c'est pour ça que cette femme-là, elle n'a pas envie d'aller rejoindre son fils, elle a bien compris. D'autant plus que nous sommes des spirites et que nous essayons d'avoir un discours quand même qui est en adéquation, comme disait Gilles, avec les enseignements qu'on a reçus. Parce que tout ça ne fait que démontrer ce qui s'est fait au XIXe siècle, c'est une continuité moderne, mais il n'y a rien de nouveau sous les cocotiers. Ah, vous connaissez ça, hein, tout le monde connaît ces formes. Ça, c'est des mains qu'on a reçues dans la brume. Et ça, c'est des mains qui ont été reçues en matérialisation à l'Institut Métapsychique International avec le médium Franek Kluski. Lui, il réussissait à matérialiser des mains d'hommes, mais toutes petites, dans de la paraffine. Et tout le monde connaît l'expérience de... Hein. Ah, il y a des gens qui ne connaissent pas. En fin de compte, c'était simple, c'était le docteur Jolet et Charles Richet, deux grands précurseurs, deux grands chercheurs spirites, hein, qui étaient d'obédience spirite. Aujourd'hui, l'Institut Métapsychique International se défend d'être spirite. C'est dommage, parce qu'ils sont sur les traces du haut fleuron du spiritisme français. Bon bref, c'est une autre histoire. Et donc, à cette époque-là, ils avaient tout simplement demandé à Franek de venir en France et de faire ses expériences. Alors, l'expérience était relativement simple. Ils étaient enfermés tous les trois dans le cabinet. Donc, Franek était fouillé. Il y avait juste une lumière rouge qui permettait de voir, sans trop d'agression, ce qui s'y passait. Le médium ne bougeait pas. Au milieu, sur la table, était posée une cuvette remplie d'eau chaude sur laquelle était coulée de la paraffine. L'eau chaude permettait à la paraffine de rester liquide. Jusqu'à là, vous me suivez. Le médium se met en transe et d'un seul coup, on voyait l'eau se troubler et en sortir des mains, mais même un avant-bras, des visages, se poser sur la table. Les gens, très surpris, enfin les deux expérimentateurs qui étaient là, en les prenant, les cassaient, puisque c'était tellement fin que c'était impossible pratiquement de les prendre sans les casser. Et j'ai chose intéressante, c'est que les gants étaient fermés, donc il n'y avait pas de trou, et quand on les cassait, à l'intérieur, il y avait les lignes de vie. Et la plupart du temps, les mains étaient croisées. Donc il y a eu matérialisation, dématérialisation. Bon, un médium comme lui, aujourd'hui, on n'en connaît pas. Enfin, peut-être, mais en tout cas, moi, j'en connais pas. Et ces moulages-là sont enfermés dans des coffres-forts. On a voulu les récupérer en disant que bon, ça pourrait peut-être servir, faut les montrer. Non, on ne les montre pas. Sauf à des gens qui viennent et qui demandent autorisation. Là, on ouvre les coffres, on les montre, mais bon, bref. Et donc, chose intéressante, c'est que beaucoup d'énergie, à peine. Et on a des manifestations de doigts croisés aussi. Un petit peu comme un pied de nez. Imaginez maintenant que les entités spirituelles nous parlent en langue des signes, ce serait terrible. Qui nous donnent je vous aime. Franchement, ça c'est terrible. Et regardez, on peut même aller plus loin dans l'extrapolation. Là, on a les fameuses mains comme tout à l'heure, un autre gant réalisé en matérialisation. Imaginez une image qu'on a reçue dans la cellule. On voit bien la tête de quelqu'un, ça fait un petit peu peur, on dirait presque Michael Jackson, non je rigole. Donc, eh bien imaginez 5 minutes que cette image-là, on la sort en impression, avec les fameuses imprimantes 3D. Oh, on aurait des matérialisations high-tech.
les esprits se manifestent, et vous repartez avec la tête de votre grand-père ou votre grand-mère. Ça serait terrible. Là, c'est une extrapolation, mais pour vous dire qu'on peut aller loin dans l'expérimentation, quand ils jouent le jeu, les esprits. Et vous savez que, j'ai employé le mot jouer le jeu, mais jouer le jeu, ça ne veut pas dire qu'ils jouent, ça veut dire qu'ils sont comme nous, plein d'enthousiasme en disant, mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est pas un hasard, et qu'il y a un truc à creuser. Et ils nous laissent le temps. Alors, justement, en parlant de creuser, on va aller plus loin. Qui connaît ça, la strioscopie? La strioscopie est un procédé scientifique, alors, extraordinaire que tout le monde peut faire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu à la télévision, vous savez, on vous montre, par exemple, l'aérodynamisme d'une voiture, et vous avez l'impression de voir de la fumée, comme ça, ou les ailes d'un avion. Eh bien, c'est pas de la fumée. C'est qu'en fin de compte, on arrive à filmer les perturbations infimes de l'air. Regardez. Regardez cette vidéo, elle est très parlante. Où est-ce qu'elle est, ma souris? Hop, regardez. Donc là, ce que vous voyez, regardez. Vous voyez le monsieur qui frappe dans ses mains. Déplacement d'air. C'est invisible à l'œil nu. Hein. Mais vous avez d'autres petites explications. Regardez. Là, on va voir les perturbations invisibles de l'air. Regardez la chaleur de sa main. D'accord? Ça, c'est la chaleur de sa main. Là, il tousse. Et il souffle. D'accord? Donc tout ça, c'est invisible à l'œil nu. Et là, regardez, encore une fois, une petite vidéo très rapide. Là, vous allez voir la visualisation du son. On voit tout simplement le son. On le voit pas, on l'entend normalement. Là, on le voit. Regardez, l'onde de choc. Le livre qu'on jette sur la table, vous avez l'onde de choc qui part. Et pour nous, c'est du pain béni, ça. Rendez-vous compte. On demande aux esprits. Donc là, ce que vous voyez là, le grand cercle, c'est un miroir. Un miroir, en général, c'est des miroirs de télescope. Imaginez 5 minutes. Alors, comment ça marche? Alors, avant, on ne va pas se priver du truc. Comment ça marche? Ben, vous allez voir, c'est simple. On a une lumière. Cette lumière-là, elle est collimatée. Elle vient se réfléchir sur un miroir. Un deuxième. Donc, les lumières convergent sur un point focal. Et on filme. Et ici, on va mettre une petite barre. Un petit obstacle. Cet obstacle-là est très important. On va mettre au milieu un objet, ici par exemple une bougie. Et ce qui est drôle, c'est que tout ce qui va être dévié, donc dévié par l'objet, ne sera plus au foyer. Et comme le foyer est bouché, on verra uniquement que les perturbations. Sur les routes de campagne, quand il fait très beau, vous voyez un petit peu des fois la chaleur. C'est ce principe-là. Imaginez maintenant que les entités spirituelles réussissent à la demande. Esprit, es-tu là? Cette fameuse phrase. Hein, moi, on m'avait fait rire un jour. Esprit, es-tu là? Esprit, es-tu là? Si tu es là, tape un coup. Si t'es pas là, tape deux coups. Bon, s'il est pas là, il ne pourra pas taper deux coups. Donc, en tout cas, une chose est sûre, c'est que... non, mais ça, c'est du vécu. Donc, imaginez que les entités spirituelles, à travers cette optique, on leur dit « manifeste-toi ». Et on voit une perturbation. C'est toi? Est-ce que tu peux nous faire une perturbation plus longue? Ils vont tout simplement perturber l'air. Mais c'est encore plus facile pour eux de changer la masse de l'air. Et donc, nous allons intégrer ce système-là. Alors ça, c'est en train. Hein. On a même reçu une subvention, un monsieur qui veut véritablement nous aider. Il y a un ménestrel qui nous a donné un certain budget pour réaliser, parce que le problème c'est que les miroirs coûtent extrêmement cher. C'est un matériel de télescope Kepler, on va prendre des gros... ça coûte relativement cher. Mais quand on va installer ça, on reviendra certainement un jour vous voir, pour voir la différence qu'il peut y avoir entre ce qu'on a reçu avant et après. Et bien justement, regardez les images qu'on a reçues dans la brume. Tout ça, ce sont des visages qui ont été reçus dans la brume. Au 25e de seconde. Alors, une fois, ça peut être une perturbation, ça peut être un effet d'optique, mais plusieurs fois. Je suis sûr que vous le voyez très bien de loin où vous êtes. Hein. En plus, le vidéoprojecteur, c'est magique. Hein. C'est la première fois qu'on fait une conférence avec un vidéoprojecteur de cette qualité. Regardez. Et tout ça, ce sont des visages pris au 25e de seconde dans de la brume. C'est carrément de la brume. Il est souriant, celui-là, il est sympa. C'est un... Alors, beaucoup disent, regardez, on voit même le torse. On voit même le torse. Beaucoup disent, oui, on croit voir. Bah oui, mais quand c'est comme si vous photographiez 7 fois le nuage avec le même appareil, et que 7 fois de suite, vous avez une image. On dépasse les lois de la probabilité, il y a autre chose.
Alors quand ça leur plaît pas, oui, vous truquez. Bon, donc le débat est clos. Oui, oh, le débat est clos. On dirait carrément qu'il sourit. Il y a des belles dents, hein. On perd pas ses dents alors. Là, oh, regardez. Magnifique. Voilà, bon, il semblerait, alors, le jour nous ont dit, c'est marrant, vous recevez beaucoup d'hommes et des barbus. Mais pas beaucoup de femmes, et pas de gens imberbes. Vous savez qu'il y a des questions, on ne peut pas répondre. Pourquoi? Effectivement, un jour, il y a même un monsieur qui nous a dit, mais dans votre machine, là, et les Africains? Comment ça? Bah, où sont les Africains? Il n'y en a pas dans l'au-delà? Et là, j'étais un peu emmerdé. J'ai dit, écoutez, un jour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la cellule, on va l'emmener au fin fond du Sahara ou de, je sais pas où, voir si on capte des Franchement, j'étais mal. Effectivement, il a raison, le monsieur. Pourquoi les entités spirituelles qui se manifestent, ils ont tous soit des têtes de Christ, soit des têtes de... C'est tout simplement parce qu'il y a une famille spirituelle. On attire, et nous, les esprits qui travaillent avec nous, bah, beaucoup reviennent, ils font la queue. Hein. C'est un petit peu comme ils s'essayent au photomaton. Mais c'est pas toute la création qui vient se manifester chez nous, ça serait trop beau. Donc forcément, eh ben, c'est toujours à peu près les mêmes entités qui reviennent. Mais les entités spirituelles arriveront à un moment donné à nous montrer autre chose. Bon, lui, il n'a pas de barbe, je crois. Là, regardez, on dirait qu'il tient ses mains. On dirait même qu'il a une cigarette. Quelle horreur. Donc même dans l'au-delà, il semblerait qu'on... Alors, vous inquiétez pas trop pour ceux qui aiment manger, hein. Ah, ça c'est intéressant parce que ici vous avez un point d'interrogation. Là on le voit très bien. Eh bien figurez-vous que ce point d'interrogation il est une histoire aussi assez extraordinaire. C'est que le monsieur qui est rentré à l'intérieur se posait beaucoup de questions sur sa vie. Il était en pleine interrogation, c'est un homme qui est tout le temps amoureux. Et donc il se demandait s'il allait trouver... Non mais mais c'est vrai, c'est un homme sensible et qui... Et donc, eh ben, la seule chose qui est sortie, c'est un point d'interrogation. Mais il n'est pas avancé. Alors là, on ne sait pas. S, SOS, ou S, on ne sait pas. Par contre, là, on voit très bien. 23.3. Là, c'est un jeune monsieur qui tient une page Facebook qui s'appelle Marc Lapage. C'est drôle. C'est un jeu de mots qu'il a voulu, parce que j'ai mis longtemps à le comprendre aussi. Je pensais que c'était son vrai nom, mais bon. Et donc, il était venu, parce que c'est un transcommunicateur, il voulait absolument tenter notre cellule. Donc il rentre à l'intérieur, et on reçoit 23.3. Alors là, franchement, c'était... on leur a demandé en écriture automatique la semaine ou quelques temps après. Les esprits nous ont dit que chaque personne émettait une fréquence bien particulière. Et que pour les transcommunications là, ces fréquences étaient importantes. Et vous savez, souvent on dit oui, les esprits sont dans les ultra hautes fréquences, parce qu'on assimile toujours les hautes fréquences avec la hauteur spirituelle. Mais les infrasons aussi peuvent être extraordinaires. C'est comme ça que communiquent beaucoup d'animaux d'ailleurs, notamment les éléphants. En infrasons. Eh bien, notre cerveau, il émet des ondes alpha, bêta, gamma, mais des trucs de 4 à 8 Hz. Et donc, lui, c'est des basses fréquences, encore une fois, et ben il a tenté à mettre 23.3 dans ses enregistrements, dans ses appareillages, et il a eu des voix. Là, alors là, franchement, c'est carrément la lettre d'imprimerie, là. Alors, si un jour vous recevez des lettres comme ça dans les nuages, vous nous les envoyez, hein. Surtout si c'est les numéros du loto. Là, on a encore une fois un beau cœur. Là, une main avec l'avant-bras. Et d'ailleurs, quand on a reçu cette image-là, quand la personne est sortie, on leur a dit « Vous êtes sûr que vous n'avez pas levé la main hein ?» Parce que les appareillages sont juste à côté de vous. Donc si jamais... Bon, on voit la différence, hein, parce que si vous vous mettez comme ça, on va voir votre tête. Hein, ça n'a plus rien à voir avec la brume. D'accord? Alors, pour que la brume, au 25e de seconde, forme cette tête-là, magnifique. On dirait même presque qu'elle a un grand chapeau. Là, on dirait presque qu'il a un chapeau blond. Là, on voit, c'est très effacé. Hein, mais on voit très bien un visage de femme ou je sais pas trop. Là aussi, c'est très effacé, mais on voit... Je pense que les personnes du fond vont très bien voir cette espèce de visage qui apparaît. Ici, ce que vous voyez, la lumière, c'est la buse de la brume qui émet une lumière RVB directement en éclairant la brume. Donc, on est là très lumineux, et là, on n'y est plus du tout. La brume descend comme ça. Hein. D'où cet effet. Là aussi, très
mais on arrive à le voir. Enfin, moi, je le vois très bien sur mon écran. Là, encore une fois, des chiffres. Mais les gens, ils connaissent. Et bon, hop, je passe parce que là, c'était nos livres, hein, mais, Gilles, c'est... Donc, en fin de compte, ça, on montre les deux livres que certainement vous avez déjà vus, puisque j'ai parlé d'écriture automatique, et vous savez que l'écriture automatique est pour nous un moyen, encore une fois, très, très facile, qui nous permet d'entrer en relation avec les esprits de manière très, très intelligible et suivie. Et naturellement, un beau jour, j'ai communiqué longtemps de 1985 à 1990 ou 94, je ne me rappelle plus exactement, avec un guide qui s'appelait Jean. Et j'ai su que c'était après mon guide. Et d'ailleurs, qui a soi-disant, alors là encore une fois, hein, c'est ce qu'on m'a dit, c'est, comment il s'appelle, Divaldo, le fameux médium brésilien. J'ai fait plusieurs expériences avec lui, et il m'a dit que Jean avait connu, quand il était sur Terre, Johanna de Angelis. C'est ce qu'il m'a dit. Donc j'en sais rien. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à un moment donné, Jean a cessé de se manifester, et on a reçu tout de suite après l'esprit de Daniel, qui était un petit garçon qui est mort étranglé par sa mère. Donc nous, quand on a reçu ça, vous savez, on est d'obédience spirit, donc on est toujours très méfiant. Oula, ça commence mal là. Mais on a voulu laisser faire. Et on a eu une histoire extraordinaire. Quand il a arrêté, tout de suite après, on a eu l'histoire d'un bourgeois du 19e siècle qui, lui, est mort de sa belle mort, mais par contre, il était tellement imbu de sa personne, il pensait que tout le monde lui en voulait, et surtout, tout le monde en voulait à son argent. Et une fois qu'il est mort, il pense que Dieu lui permet de se venger. Donc, il fait mourir de peur toutes les personnes qui sont dans sa maison. Il semblerait que cette maison-là soit aujourd'hui un grand hôtel parisien, pas loin du Palais Royal, qui a été annexé par l'armée allemande. Ça ne devrait pas être difficile à rechercher. Nous, on ne s'occupe pas à faire ces recherches-là. Et il raconte son pèlerinage. Et aujourd'hui, en expérimentation, on a une fois quand elle est là, l'esprit de Stéphanie, une jeune fille qui est morte à la suite d'une transplantation cardiaque, et qui nous explique son cheminement jusqu'au moment où le greffon n'a pas fonctionné, et où elle part dans l'au-delà. Et là, encore une fois, ils nous disent des choses sur la mémoire de la matière, sur des trucs. On est assez ahuri parce que on n'est pas des scientifiques. Nous, moi, j'ai un niveau de 5e et on m'a acheté on m'a mis dehors pour faire un CAP mécanicien ajusteur parce que j'arrive pas à aligner deux mots sans faire 10 fautes. Donc, je reçois des informations techniques à travers l'écriture automatique qui dépassent de loin mes capacités intellectuelles. Ou alors, c'est pas la peine d'aller à l'école. Il faut juste être médium. Mais non, je rigole. Non. Donc, c'est pour dire que l'écriture automatique est un puissant levier pour nous, pour nos expérimentations. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop dépassé. Je vous remercie de votre attention. Pierre Deleuze.